Je commencerai en posant une question. Pourquoi cette exposition? À une époque où l'évolution des méthodes, l'évolution des matériels se fait de façon quasi exponentielle, nous sommes plusieurs à nous être dit qu'il serait peut-être bon de faire un arrêt sur image, comme disent les spécialistes de la vidéo, parce que nous avons pris conscience que tous ces témoins du passé, petit à petit, disparaissaient. Nous n'avons que des souvenirs assez vagues qui, petit à petit, s'estompent dans le souvenir des gens et puis disparaissent à jamais. Donc, cette exposition a pour simple objet, non pas d'essayer de faire revivre un passé, bon, le passé ne nourrit que la nostalgie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt de découvrir ou de fortifier les racines d'une profession qui est en pleine évolution. Nous avons donc organisé cette exposition de la façon suivante. Une première partie où il y a un petit rappel historique de l'évolution du centre et des méthodes. Et ensuite, nous avons limité notre ambition au développement de quelques thèmes, ceci pour tenir compte des documents à notre possession, soit des documents qui nous sont personnels ou qui nous ont été prêtés par de nombreux collègues qui semblent intéressés par notre démarche. Alors sur ce premier tableau, il y a un petit clin d'œil à la préhistoire du contrôle, si l'on peut dire, puisque vous voyez que de 1935 à 1940, nous avons affiché quelques photos de la plateforme de Mérignac, qui à l'origine s'appelait TENAC, et s'est développée surtout à partir de la concession à la Chambre de commerce de Bordeaux de cet aérodrome, concession qui a eu lieu en 1931. Vous pouvez constater que l'aérogare qui avait été édifié dans les années 35 à 39 était déjà d'un style que l'on pourrait envier encore aujourd'hui, et les architectes d'époque ne manquaient pas d'imagination. Le hall que vous pouvez apercevoir ici est digne d'un hôtel 4 étoiles. Le CCR, quant à lui, est né en 1946. On peut dater assez fidèlement la date de création et dire que cette création a eu lieu le 16 avril 1946, puisque c'est à cette date qu'a été nommé le premier chef de CCR. Il faut voir qu'à l'époque, ce CCR n'était qu'une simple baraque en bois, dans laquelle il n'y avait pas grand-chose, tout était à monter, et les premiers contrôleurs qui ont travaillé étaient du côté militaire, sur la base, et aussi dans une caravane qu'on appelait un starter, qui était placé le long de la piste en service, et que l'on déplaçait donc en fonction du QFU en service. Les méthodes, eh bien, les méthodes étaient inspirées de ce qui s'était fait pendant la guerre dans les salles d'opération, c'est-à-dire on a travaillé d'abord sur un plotting vertical. Alors vous apercevez ici une carte qui est collée sur une plaque de tôle, et on distingue un petit peu les flèches qui sont censées représenter des avions et puis leur déplacement, avec un vecteur vitesse déjà à l'époque, mais étant donné la vitesse des avions, ce vecteur était pour un quart d'heure de vol. Sur la partie gauche, vous apercevez des fiches de navigation qui n'étaient autres que les précurseurs de nos strips actuels. Sur ces fiches, on mentionnait donc les éléments du plan de vol et on reportait les positions qui nous étaient fournies par plusieurs systèmes dont on parlera tout à l'heure. Les strips aussi ont été essayés et ont été assez rapidement abandonnés. Pourquoi on ne sait pas, mais disons qu'on a essayé de chercher des méthodes plus adaptées aux problèmes de l'époque. Ce CCR a vécu 6 ans. Cette baraque en bois, effectivement, était assez vétuste, et donc il a fallu chercher un bâtiment un peu plus adapté. Ce bâtiment plus adapté, nous l'avons trouvé dans un bâtiment qui avait été occupé par la Royal Air Force, que nous avions appelé bâtiment d'assaut, qui est actuellement la salle d'écoute du CEV et de l'usine Marcel Dassault.
Pourquoi cette exposition? Eh bien, à une époque où l'évolution des techniques, des matériels, des méthodes de travail évolue d'une façon quasi exponentielle, nous avons éprouvé le besoin de faire un peu un arrêt sur image, comme disent les spécialistes de la vidéo, car nous sommes aperçus que les témoins de ces époques disparaissent, que les souvenirs s'estompent et eux aussi disparaissent à jamais. Ce retour dans le passé n'a rien de nostalgique, mais c'est au contraire une recherche de nos racines et d'une profession qui, bien entendu, est tournée vers l'avenir. Si nous avons fait ce petit clin d'œil à l'histoire en retraçant quand même en quelques images l'évolution de la plateforme de Mérignac, c'est pour situer le lieu où le CCR de l'Ouest est né et se développe et continue à se développer. Vous pouvez constater que l'aérogare de l'époque, sur le plan du style, n'a rien à envier à notre aérogare actuel, toute proportion gardée, bien sûr. Le CCR lui-même est né en 1946 et on peut dater assez précisément la date de cette naissance qui se situerait le 16 avril 1946, date à laquelle le premier chef de CCR a été nommé. Ce CCR était situé dans un local en bois qui a été détruit il y a fort peu de temps et la salle de contrôle à l'extrémité de ce bâtiment était très petite. Et quant à la méthode, elle était directement inspirée, ainsi que vous pouvez le voir sur cette photo, des méthodes utilisées dans les salles d'opération de l'armée de l'air et de la Royal Air Force pendant la guerre. Au mur, vous avez une carte de plotting, qui est constituée d'une carte collée sur une plaque de tôle. Et on aperçoit ici des petites flèches qui représentent la position des avions, ainsi que le vecteur vitesse. Bien sûr, c'est un vecteur vitesse qui est adapté à l'époque et qui représente un quart d'heure de vol. Sur la partie gauche de l'image, les fiches de navigation sont les précurseurs de nos strips actuels. On y portait donc les renseignements contenus dans le plan de vol et on notait au fur et à mesure les positions des avions, positions qui nous étaient retransmises soit directement en phonie VHF, il y avait une seule fréquence, soit en UHF, soit en HF, et aussi par l'intermédiaire des gognots qui étaient implantés dans la région. Bon, ce CCR est resté jusqu'en 1952 dans ce bâtiment, mais il a fallu chercher un local mieux adapté, car celui-ci était très vétuste et il n'est pas question d'y rester plus longtemps. Ce local, nous l'avons trouvé dans un bâtiment qui avait appartenu auparavant à la Royal Air Force et que nous avons baptisé bâtiment Dassault, puisqu'il était situé sur le terrain des usines Marcel Dassault, qui n'était pas encore édifié, mais dont l'achat avait été fait par le constructeur. Dans ce bâtiment, nous pouvons distinguer deux périodes. Une période qui part de 1952, du 30 janvier, jusqu'à 1958. Et au cours de cette première période, nous avons utilisé trois méthodes de contrôle simultanément. Ces trois méthodes sont les suivantes. Vous apercevez ici un tableau appelé graphique chemin de fer. Et ce tableau permettait de contrôler les vols sur 4 voies aériennes qui n'existaient pas officiellement, mais qui étaient très fréquentées et donc considérées comme telles. Vous voyez ici sur ce pupitre quelques strips, et ces strips étaient utilisés pour contrôler les avions qui traversaient la CTA, c'est-à-dire l'ancêtre de la TMA actuelle, qui était tout simplement un cylindre de 20 nautiques de rayon centré sur Bordeaux. Et sur la table de plotting horizontale, cette fois que vous apercevez, étaient suivis les avions qui étaient en FIR. Et donc ces trois systèmes ont cohabité jusqu'en 1958. En 1958, s'est passé un événement assez important. C'était le 100e anniversaire des apparitions de Lourdes. Et on attendait beaucoup de pèlerins sur Lourdes. On a donc à l'époque créé la région terminale de Tarbes de Pau et les voies aériennes que vous apercevez ici
qui devait desservir Toulouse, Pau et Tarbes, les voies pourpre 1, pourpre 2 et pourpre 3. De la fréquence unique 122.1 que nous avions ici, nous sommes passés à 3 fréquences, 121, 120.5 et 125.3. Vous remarquerez aussi que nous avons abandonné le plotting, que seul le strip désormais sera l'outil de contrôle et que les pupitres que vous apercevez sur ces photos ont été fabriqués localement, sont en contreplaqué et bien sûr diffèrent des pupitres actuels, mais enfin on reconnaît quand même déjà la forme qui sera généralement adoptée par la suite. La photo de droite est intéressante, c'est le secteur UHF, c'est-à-dire que nous contrôlions sur ce pupitre les premiers avions commerciaux qui étaient en espace supérieur. C'est un petit peu l'ancêtre de l'UIR, puisque l'UIR a été créé en 1959. Dans ce centre, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi un autre organisme, qui était le Bureau central des télécommunications, qui avait un double rôle. Service mobile, c'est-à-dire relation entre la salle de contrôle et les avions. Vous voyez ici deux opérateurs qui sont en communication, en graphie avec les avions. Et les messages reçus étaient passés au contrôleur par le guichet que vous apercevez sur cette photo. Et le deuxième rôle, service fixe, c'est-à-dire transmission des plans de vol et des messages entre les centres, des centres aux aérodromes, etc. Fin 58, nous avons commencé à voir la disparition de quelques-unes de ces fréquences graphies. Là encore, le CCR s'est trouvé assez vite à l'étroit et nous avons profité de l'opportunité de mise en place des nouveaux locaux de l'aérogare actuelle pour nous implanter dans le bloc technique de cette aérogare. Et ça a été la naissance du 3e CCR qui a eu lieu au mois de juin 1961. Ceci nous permettait aussi de pouvoir bénéficier de l'image radar qui était implantée à la tour, cette image étant utilisée à la fois donc par l'approche et par le CCR. Au tout début, vous pouvez voir que nous en sommes encore au stripping, mais que très rapidement, nous allons être équipés de scopes radar. Les scopes que vous voyez ici sont des scopes de récupération du CRN Nord et ils avaient la particularité d'être constitué d'un écran bleuté et le balayage était fait par des bobines tournantes. C'était un engin qui était très très bruyant. Les premières images ici peuvent surprendre, bien sûr, ce sont des images analogiques. Vous voyez donc ce que pouvait avoir le contrôleur comme image sur son secteur pour travailler, ce n'était pas très facile. Et évidemment, la mise en service du radar secondaire a apporté quand même un progrès considérable, puisque vous voyez, ces deux photos ont été prises au même moment, image primaire et image secondaire. Nous sommes restés dans ces locaux jusqu'en 1970. Alors nous voici maintenant arrivés dans le bâtiment actuel où se trouve le CCR. Il faut savoir que l'on avait envisagé d'étendre le bâtiment précédent, mais sous l'impulsion du chef du CRNA qui venait d'être nommé, puisque cette entité CRNA venait d'être créée, on s'est orienté plutôt vers la construction d'un bâtiment spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment a été développé d'abord pour abriter le bureau central des télécommunications dont on a parlé tout à l'heure, qui était un bureau central des télécommunications semi-automatique, et que le CCR est venu s'ajouter par la suite. Les travaux ont commencé dans les années 62-63, et on voit que en 67, où le BCT, donc ce bureau central des télécommunications, était venu déjà dans ce bâtiment frontal où nous sommes, la salle de contrôle était à l'état de construction. Donc le premier arrivé ici a été le bureau central des télécommunications. Les travaux d'extension
aussi ont été commencés. Et les travaux de la salle de contrôle, on peut voir ici le gros œuvre en cours d'enchèvement, ont été faits en 1967. C'est dans la nuit du 10-11 juin 1970 que le CCR est venu occuper cette salle. Et c'est ce qui apparaît ici sur ce schéma. Vous voyez qu'entre-temps est apparu un bâtiment radar qui est en préfabriqué. Bâtiment radar préfabriqué, pourquoi? Parce que si on avait prévu d'installer un radar sur une tour en dur à une certaine époque, l'arrivée des calculateurs du COTRA posait un nouveau problème et l'administration centrale nous avait demandé de pouvoir loger ces calculateurs dans le même bâtiment que les émetteurs-récepteurs radar. Or, ne voulant pas retarder la date du basculement, nous nous sommes orientés vers l'acquisition d'un bâtiment préfabriqué. C'est ce qui explique ce bâtiment actuellement. Donc, cette salle était disposée d'une façon classique, à savoir, je suis obligé de montrer cette image ici en bas, où vous apercevez les meubles de contrôle disposés suivant des travées parallèles aux quatre côtés de la salle de contrôle. C'est une disposition tout à fait classique. Ce que vous remarquerez lorsqu'on arrive à l'image de 71, c'est l'arrivée du pylône radar. Il faut savoir en effet qu'à la date du basculement, nous avons travaillé avec l'image du radar dont l'antenne était située sur la tour de contrôle. Nous avions donc un déport et le radar propre du CRNA n'était pas encore opérationnel. Sur cette image, vous voyez les travaux d'élévation du pylône radar. Ici, le radome est terminé et de fait, le radar est devenu opérationnel en février 1972. Nous avons donc conservé pendant quelque temps une antenne secondaire sur la tour de contrôle, mais cette antenne de radar secondaire n'était qu'un secours du radar du CRNA. Ce CRNA regroupe les anciennes entités CCR et Bureau central des télécommunications. Ce Bureau central des télécommunications, d'ailleurs, avait changé de vocation, puisque sa fonction télécommunication était partie à Orléans, où tous les BCT avaient été regroupés. En réalité, sa vocation nouvelle était celle de maintenance des installations du centre. Le CRNA en lui-même est donc la somme de trois services, le service administratif, le service exploitation ex-CCR, le service technique ex-BCT, avec des attributions nouvelles. Un CRNA est quelque chose qui continue à vivre, vous pouvez le voir ici, puisque en 75, en 76, 79, il y a eu de nouvelles extensions, puisqu'en 79, nous avons doublé la superficie de la salle de contrôle, qui était d'environ 400 mètres en 70, qui est actuellement de 800 et quelques mètres. Mais ce n'est qu'en 88 que cette salle va devenir opérationnelle, complètement équipée. Vous voyez aussi sur ce schéma de 1991 que l'extension continue, puisque nous sommes en train de rapprocher le bâtiment COTRA de la salle de contrôle et de la salle technique. En fait, ce rapprochement était nécessité par des questions de sécurité et puis aussi de facilité sur le plan technique. On a donc profité de l'opportunité pour avoir une extension au niveau de la salle de contrôle dans laquelle nous allons installer des bureaux et aussi une salle de briefing, et à l'étage supérieur, une extension de la subdivision instruction qui pourra elle aussi disposer de salles de cours et d'un second laboratoire de langue. Cette extension est en cours et sera certainement terminée vers la fin de l'année. Si l'on regarde les quelques photographies qui sont au bas du tableau, ce que l'on peut constater, c'est dans la conception une évolution surtout dans deux domaines,
d'une part dans le domaine de l'éclairage. Vous voyez ici